La Normandie, ses verts pâturages, ses bocages, ses célèbres plages. Autant d'images familières qui cachent une autre Normandie, inventive, où passé et présent se mélangent en un merveilleux cocktail. Nous explorerons d'abord la Haute-Normandie, du Havre à Rouen, en passant par le pays de Bray, puis la Basse-Normandie de Honfleur à Cherbourg, Alençon et Caen. En 1517, pour remplacer Harfleur en Vasée, François Ier ordonne la construction d'un nouveau port baptisé Havre de Grâce. Le choix judicieux de son emplacement et les efforts constants des Havrais feront de la ville du Havre l'un des grands ports d'Europe. Presque totalement détruit lors de la dernière guerre, le Havre a su renaître de ses cendres. C'est actuellement le deuxième port français et toujours l'un des plus importants sur le plan européen. Reconstruite après-guerre sur un plan d'urbanisme que l'on doit à Auguste Perret, la ville surprend par ses grandes perspectives. Il se dégage du centre moderne du Havre une impression d'équilibre et de stabilité. Étretat surprend d'abord par ses falaises et l'aiguille haute de 70 mètres qui se dresse au large. La fameuse aiguille que l'imagination de Maurice Leblanc a rendue creuse. Fécamp fut longtemps l'un des grands ports d'attache des Terre-Neuve français pour la pêche à la morue. La ville a su se reconvertir, le commerce et d'autres pêches ont maintenant remplacé cette activité traditionnelle. C'est en 1806 que Madame de Boigne invente les bains de mer à Dieppe. Elle fait arranger pour l'occasion une petite charrette couverte, attelée à un cheval pour aller jusqu'à l'eau. La mode suivra et en 1822, on installe à Dieppe un casino, bientôt suivi d'un champ de course. Arques-la-Bataille. Ce nom rappelle aux voyageurs que sur ces terres eut lieu un haut fait d'armes. Le 21 septembre 1589, par un matin brumeux, les 7000 hommes d'Henri de Navarre, futur Henri IV, terrassèrent les 30 000 hommes du duc de Mayenne.
Le peintre Eugène Delacroix se souvient. J'ai été voir les ruines du château d'Arques, on ne peut rien voir de plus grandiose. Au nord de Dieppe, le Tréport est un charmant petit port de pêche. On retrouve la verte Normandie des images d'Épinal dans le pays de Bray. Traditionnellement consacrées au ravitaillement de l'agglomération parisienne, les exploitations agricoles y sont prospères et nombreuses. Gournay-Ferrières est la capitale de l'industrie laitière. L'historique du lait, je pense qu'il y a toujours eu un petit peu de lait en Normandie, puisque les vaches laitières ont toujours existé, puisqu'on dit que même la race normande est venue avec les Vikings. Il a été sélectionné en bordure de côte, également sur l'île de Jersey, puisque c'est des animaux très, très proches. Et en fait, la plupart des fromages normands sont très anciens. Donc on peut penser que déjà, à cette époque-là, les gens transformaient le lait de manière à le conserver en fromage. Je pense pour produire du lait, pour traire matin et soir, il faut être né dedans. Et il faut que ce soit une passion, parce que sinon on arrête tôt ou tard. Et quand on voit les autres qui débraillent le vendredi soir, pour travailler le week-end, il faut que ce soit une passion, quoi. Ça, c'est obligatoire. Je me suis mis à faire le calva. C'est une chose agréable à faire. D'abord, le premier stade, c'est le pressage de la pomme. En extraire le jus. Ce jus extrait, c'est un mou, comme tous les fruits. Quand on presse un fruit, quel qu'il soit, c'est un mou. Et c'est ce mou qui, durant la fermentation, obtiendra un titre d'alcool. Et ben, la distillation, ça, c'est un petit doigté, hein, c'est un petit quelque chose, quand même, heureusement. Alors, après, c'est vraiment autre chose, parce que il n'y a plus tellement la touche de l'homme, parce que si on tombe sur des tonneaux de bonne qualité, il n'y a plus qu'à attendre. Si on a un fût qui est trop jeune, de bois, on a trop de tanin du chêne, et le calvados, il prend le goût de tanin. Là, moi, à mon goût, j'aime moins. Faut pas que quand on vous serve un vieux calva, faut pas que ce soit noir. J'aime pas le calva noir. Sans chauvinisme quand même, parce que j'ai pas le droit de l'être. Quand je parle des alcools nobles de France, on en a trois. C'est l'Armagnac, par politesse, quand je commence toujours par le bord de la France. C'est l'Armagnac, le cognac et le calvados. Mais si je bois, et que je dois les classer, là je m'excuse, mais je suis obligé de commencer par le Nord. Ah oui, c'est normal. Hein. Si la réputation du Calvados n'est plus à faire, on connaît moins les différentes sortes de cidre. Le cidre, c'est le champagne de Normandie. Claude Monet s'installa à Giverny en 1883. Il y resta jusqu'à sa mort, 43 ans plus tard. Passionné par les estampes japonaises qu'il collectionnait, le peintre s'en inspira pour aménager un jardin aquatique.
En 1196, Richard Cœur de Lion, duc de Normandie et roi d'Angleterre, fait construire une forteresse sur la falaise dominant les Andelys. Un an plus tard, temps record pour l'époque, Château-Gaillard se dresse fièrement au-dessus de la Seine et Richard de s'écrier « Qu'elle est belle, ma fille d'un an !» Ne passons pas à Évreux sans admirer la cathédrale Notre-Dame et l'église Saint-Orin, du nom du premier évêque d'Évreux. La châsse de Saint-Orin, don de Saint-Louis, a été exécutée au XIIIe siècle pour contenir les reliques de l'évêque. L'abbaye du Bec-et-Loing fut au Moyen-Âge un centre religieux très important, comme en témoignent ses ruines imposantes. Avant Rouen, dans cette partie de la Seine où le trafic est intense, les écluses d'Amfreville constituent l'une des pièces maîtresses de l'équipement fluvial de la Seine. Elles séparent la section canalisée en aval de Paris et la section à écoulement soumise à la marée qui s'étend jusqu'à la Manche. Rouen, capitale de la Haute-Normandie, compte aujourd'hui 400 000 habitants répartis sur 29 communes. Rouen, c'est d'abord d'immenses installations portuaires s'étendant jusqu'à Tancarville, sur la rive droite, et jusqu'à Honfleur, sur la rive gauche. Situé entre la mer et Paris, le port accueille un trafic considérable avec près de 3500 navires par an. La vieille ville, riche d'un important passé historique, est à découvrir avant tout pour ses merveilles architecturales. Le Gros Horloge, sans doute le monument le plus célèbre du vieux Rouen, enjambe la rue du même nom. C'est ici que l'on peut le mieux ressentir l'esprit de la vieille ville. Créé en 1974, le parc naturel régional de Brotonne regroupe 58 communes et s'étend des portes de Rouen jusqu'à la banlieue du Havre. Une des missions du parc est de protéger et de mettre en valeur son patrimoine qui comprend notamment l'abbaye de Jumièges, Saint-Martin de Bocherville ou Saint-Vendry. L'architecte du parc se met au service des habitants et des collectivités locales pour apporter conseils ou études sur la protection ou la mise en valeur des sites.
Bon, notre rôle, on peut l'expliquer d'une façon très simple. En fait, prenons par exemple le cas d'un particulier qui veut construire ou agrandir sa maison, ou tout simplement une vieille grange, transformer sa vieille grange. Notre rôle, c'est de l'aider et de le guider dans ses orientations d'architecture. Donc le parc a une architecture bien spécifique, comment dire, un passé historique, un patrimoine. Et notre rôle, c'est d'essayer de faire en sorte que tout ce qui est construction rejoigne, comment dire, la lecture ou l'écriture de l'ancien patrimoine. Voilà. Certaines zones sont parfois menacées par la présence de l'homme. Ici, dans le Marais Vernier, c'est au contraire l'abandon de certaines activités humaines qui a menacé l'équilibre écologique du site. Les zones humides en France, et le Marais Vernier appartient à ces zones humides, sont des milieux qui sont très rares et on a besoin aujourd'hui de les protéger parce qu'on sait que ces zones jouent un rôle important, notamment dans le cycle de l'eau. Le parc naturel régional de Bretonne a pour mission de gérer des espaces de grande valeur, notamment les réserves naturelles, qui se situent dans des endroits qui sont très humides et qui ont été abandonnés depuis longtemps par les agriculteurs. Alors pour éviter cet embroussaillement qui est préjudiciable donc à la fois au paysage, à la flore et à la faune de marais, nous avons mis en place des troupeaux d'herbivores très rustiques, que sont le cheval de Camargue d'une part et le bovin écossais d'autre part, et qui jouent ce rôle de barre de coupe et qui maintiennent les paysages ouverts, qui permettent de maintenir donc la flore et la faune qui est associée à ces paysages ouverts et évite ainsi l'embroussaillement donc préjudiciable à l'environnement local. Alors ce marais, il convient de rappeler d'abord que c'est la première tourbière française, donc c'est un espèce de monument naturel, et sur cette tourbière donc, poussent des espèces qui sont adaptées à ce milieu de tourbière. Ce sont par exemple certaines mousses qu'on appelle des sphènes et qui jouent un rôle important justement dans la rétention d'eau. Et en même temps, il y a d'autres plantes, il peut y avoir des orchidées, des plantes carnivores, certaines espèces de fougères assez rares qui vivent donc sur ce milieu tourbeux et qui ne peuvent vivre que sur cet espace de tourbière. Alors en ce qui concerne la faune, bien sûr, nous ne sommes pas loin de l'estuaire de la Seine et l'estuaire de la Seine, le Marais Vernier, est une étape importante sur la voie des migrations pour beaucoup d'oiseaux migrateurs, mais aussi pour des poissons migrateurs comme les anguilles. C'est vrai que c'est une région extraordinaire, quoi. Le Marais Vernier, c'est quelque chose et il faut se battre pour conserver ce marais intact et le réhabiliter autant que faire se peut. Le 4 septembre 1843, Léopoldine Hugo, la fille du célèbre écrivain, se noie dans la Seine près de Villequier. Charles, son époux, qui n'a pu la sauver, préfère mourir à ses côtés. Leurs âmes se parlaient sous les vagues rumeurs. « Que fais-tu » disait-elle. Et lui disait « Tu meurs, il faut bien aussi que je meure. » Et les bras enlacés, doux couple frissonnant, ils se sont en allés dans l'ombre, et maintenant on entend le fleuve qui pleure. Ce drame marquera à jamais le poète, et chaque année, le 4 septembre, il écrira pour sa fille un nouveau poème. Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Lors de son ouverture à la circulation en juillet 1959, le pont de Tancarville représentait déjà une prouesse technologique. Fort de ce succès, la région a mis en service en janvier 1995 un pont encore plus audacieux. Le pont de Normandie, long de 2141 mètres, avec des pylônes qui culminent à 215 mètres, est conçu comme une aile d'avion qui reposerait sur 2 piliers. Le pont a été calculé pour résister à des vents 2 fois plus puissants que les vents de ces 100 dernières années.
Honfleur, situé à l'estuaire de la Seine et au pied de la côte de Grasse, a séduit nombre de peintres et d'artistes. Baudelaire y composera l'invitation au voyage et déclarera « Honfleur a toujours été le plus cher de mes rêves ». Simple village de pêcheurs à l'origine, Trouville, sur la côte fleurie, était aimé d'écrivains tels Alexandre Dumas ou Gustave Flaubert. La vogue des bains de mer, la proximité de Paris et sa grande plage de sable fin en feront un lieu de villégiature très fréquenté. La ville est toujours très vivante et bénéficie d'une lumière exceptionnelle. Deauville. La grande station balnéaire mondaine de la côte fleurie n'était à l'origine qu'un petit village. En 1859, un groupe de spéculateurs avisés décide d'y créer une station. Les débuts furent hésitants, mais depuis près d'un siècle, Deauville attire de plus en plus de monde. Et c'est aujourd'hui l'une de nos grandes stations balnéaires, avec son hippodrome, son golf, son légendaire casino, ses festivals et sa clientèle internationale. La côte entre Houlgat et Barfleur conserve encore les traces du débarquement. Sur ces plages, le 6 juin 1944, débarquèrent les troupes commandées par le général Eisenhower. Les Américains à Utah Beach et Omaha Beach, les Anglais à Gold, Juneau et Seward. L'opération Overlord était lancée. Bayeux fut la première ville de France à être libérée. La tapisserie de la reine Mathilde, qui est en fait une longue broderie de plus de 70 mètres, constitue l'un des documents les plus étonnants du Moyen-Âge. C'est une sorte de bande dessinée qui nous apporte une foule de renseignements sur cette époque et raconte l'épopée normande de manière originale et moderne. À Bas-le-Roi, tous les ans, un rassemblement de ballons à air chaud anime les pelouses du château. Et le spectacle est toujours au rendez-vous, même quand le vent empêche les ballons de décoller. La construction du port de Cherbourg, à l'extrémité du Cotentin, fut ordonnée par Napoléon Ier, mais le port ne fut inauguré qu'en 1858 par Napoléon III. Depuis, Cherbourg n'a jamais failli à sa position de port militaire important. Échine granitique grandiose et sauvage, la presqu'île de la Hague s'élance fièrement vers l'Atlantique.
Le travail du cuivre a fait la réputation de Villedieu-les-Poêles. Ce que l'on sait moins, c'est que la ville abrite l'une des dernières fonderies de cloches de France, l'atelier Cornille-Havard. L'inconscient collectif est plein d'histoires de cloches, parce que les cloches rythment la vie des gens, rythment la vie du village, et donc on a beaucoup identifié la vie des hommes à la vie des cloches. On a un métier qui travaille avec des savoir-faire qu'on identifie encore. Les archéologues se régalent dans notre atelier parce qu'ils retrouvent des gestes, ils retrouvent des matériaux qu'on connaissait déjà dans l'Antiquité. Et en même temps, on étudie nos cloches sur ordinateur, on analyse nos sons avec des analyseurs de spectres. Donc on est vraiment ancré dans notre siècle tout en ayant le respect et même la connaissance de choses très anciennes. Tout l'art du fondeur de bronze, c'est de bâtir un moule qui va tenir les quelques secondes nécessaires pour que le métal prenne l'empreinte que l'on souhaite. Et la construction de ce moule peut prendre des semaines, voire des mois. Et l'usage de ce moule pour la fonte finale, ça va être 40 secondes, 50 secondes finalement. On ne peut visiter l'un des sites les plus féeriques du monde à la vitesse d'un cheval au galop. Pour le plaisir, survolons néanmoins la baie du Mont-Saint-Michel. La région de Bagnoles-de-l'Orne, en bordure de la Suisse normande, nous présente une Normandie différente, très vallonnée, où une légende raconte à sa manière l'origine des bains et du thermalisme. Hugues de Tessé, seigneur de la région, revint de guerre avec Rapide, son fidèle destrier. Le seigneur, ne pouvant se résoudre à abattre son cheval, marqué par la vieillesse, décida de l'abandonner dans la forêt. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'il le vit revenir tout fringant et vivant une deuxième jeunesse. Le cheval s'était baigné dans une source de la forêt. Hugues de Tessé en fit autant et se sentit à son tour une jeunesse nouvelle. Il fit de beaux enfants à sa femme et érigea une tour pour remercier le seigneur. Depuis, la station de Bagnoles-de-l'Orne est réputée dans le traitement des affections veineuses et reçoit chaque année de nombreux curistes. À Alençon, l'atelier national de dentelle perpétue un art plusieurs fois centenaire et forme de nouvelles dentelières. Alors, l'activité première de l'atelier national du Point d'Alençon est de conserver une technique de dentelle à l'aiguille et de renforcer les bases du savoir-faire. Alors, le tout premier travail, donc, c'est simplement un dessin, puis par la suite intervient un dessin au fil sur le parchemin, donc le squelette du travail, sur lequel nous allons ancrer donc, les véritables points de dentelle d'Alençon. Alors, le réseau, c'est-à-dire un fond, à l'aiguille, c'est un tulle réalisé entièrement à l'aiguille, une série de petites boucles, puis intervient des boucles beaucoup plus serrées, les remplies, c'est-à-dire les décors de feuillage, fleurs ou volutes. Puis la dentelle est enrichie par des cristaux de neige, différentes étoiles, petites fleurs, et une brode, c'est-à-dire un relief, donc de donner un certi de contour. Puis nous libérons la dentelle de son support provisoire. Voilà. La qualité de ces pâturages a fait de la Normandie un paradis du cheval. La célébrité du haras du pain n'est plus à faire. Chaque jeudi, et quel que soit le temps, les visiteurs sont conviés à assister au défilé. Les athlètes en maillot.
Viens, on fait faire. Marchez, carreur. Carreur, allez. Falaise est célèbre pour son château, mais aussi pour la légende de la belle Arlette. La belle Arlette, c'est une figure un peu légendaire, bien qu'elle ait une existence réelle à Falaise. Eh bien, cette belle Arlette, c'était la fille d'un certain Fulbert qui était tanneur. Et elle vivait dans ce quartier-là, au pied du château, sous la masse impressionnante, sous la masse imposante que constitue le château. Elle avait, dans les 16-17 ans, au premier jour du printemps, le duc qui vivait là-haut, Robert le Magnifique à l'époque, un soir en rentrant de la chasse, l'a rencontrée, l'a surprise avec un groupe de jeunes filles alors qu'elle lavait son linge au bord du ruisseau. Et le lieu dans lequel nous sommes, celui de la Loire, est vraiment l'endroit idéal pour évoquer donc cette femme qu'on a présentée un petit peu comme une lavandière, une modeste lavandière. C'était quand même la fille d'un bourgeois de Falaise, vraisemblablement le plus riche, mais ce n'était pas une noble, ce n'était pas une princesse. Eh bien, cette jeune fille, donc, étant fort belle, quand le duc l'a surprise, et ça lui a fait quelque chose, ça lui a donné des pensées printanières. Et on dit qu'une fois retourné dans son donjon, là-haut, il essayait de la fenêtre de son donjon de la distinguer parmi les jeunes filles. Et on imagine tout à fait la jeune fille qui s'était piquée au jeu, faisant tout ce qu'elle pouvait, en redoublant dans ses atours pour se faire remarquer. Et un jour, dites-n'en plus, il l'a envoyé chercher, et c'est ainsi qu'Arlette a fait son entrée au château. Alors, il proposait à la jeune fille quelque chose, disons, de pas très catholique. C'était en fait une rencontre un peu furtive, de venir la chercher une fois la nuit tombée et de la renvoyer chez ses parents aux premières aurores. Mais la jeune fille, qui n'était pas folle, ne voulait pas tout y perdre, et en particulier son honneur. Et donc elle voulait bien, au vu et au su de tous, par la grande porte, à cheval et accompagnée d'une escorte. Et c'est ainsi que la chose va se faire. Après le temps que nature requiert, comme il est dit dans les textes, un enfant est né. Et la chose ayant été rendue publique, c'était le bâtard du duc. Et cet enfant, on va l'appeler Guillaume, Guillaume le bâtard. Il fera véritablement de ce surnom un titre, et c'est lui qui va devenir, à la mort de son père, qui va être désigné comme successeur, devenir donc duc de Normandie, et il poussera même la plaisanterie quelques années plus tard par se faire couronner roi d'Angleterre. Et c'est donc cette histoire, cette rencontre au bord du ruisseau qui va donner un duc à la Normandie et un roi à l'Angleterre. Et c'était une histoire d'amour. Ici, le camembert est une institution. C'est bien sûr un village, mais c'est surtout un fromage. Donc on traite le lait le matin. Ce lait est réchauffé dans une grande cuve de 200 litres. Il est simplement tiédi, ce qui fait qu'il reste cru. Et donc ce qui est très caractéristique de la fabrication du camembert au lait cru, c'est le fait de prendre le lait caillé dans ses bassines et de le verser dans des moules cylindriques. Donc on laisse s'égoutter les fromages pendant 24 heures. Ils sont donc démoulés, ils sont salés et ils sont ensuite mis au haloir pendant minimum 2 semaines. Donc au bout de 2 semaines, on peut les mettre en boîte. Et pour qu'ils soient affinés à cœur, c'est-à-dire vraiment au stade où l'amateur les aime, il faudra encore attendre minimum 2 à 3 semaines d'affinage en boîte. Marie Harel est la créatrice du camembert. Et durant la Révolution, elle avait hébergé un prêtre chez elle, un prêtre qui connaissait la fabrication du brie. Donc elle a dû prendre quelques conseils de la part du prêtre et affiner un petit peu les fabrications de fromages locaux qu'elle fabriquait chez elle. Fabrication artisanale et industrielle se côtoient pour le plaisir des amateurs. Nous transformons 380-390 000 litres de lait jour. On ne peut pas être fromager au pied levé. Il faut beaucoup d'années d'expérience, de pratique, parce que le lait, c'est un produit vivant. Tous les jours, suivant le temps, il change.
Donc vous devez vous adapter. En route pour Caen, nous survolons Lisieux et sa basilique, où plane toujours le souvenir de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Caen, capitale culturelle et industrielle de la Basse-Normandie, a énormément souffert des bombardements de 1944. Pour ne pas oublier ceux qui sont tombés, un mémorial a été créé à Caen qui rassemble archives et documents. Le patrimoine historique de la ville a été mis en valeur par une reconstruction harmonieuse qui a privilégié les espaces verts. Caen fut au XIe siècle la ville préférée de Guillaume le Conquérant. Il y fit construire sur une colline une vaste citadelle. Guillaume épousa Mathilde de Flandre et fut excommunié par le pape en raison d'une vague parenté avec son épouse. Plus tard, le pape leva l'excommunication à condition que Guillaume et Mathilde fissent construire 2 abbayes. Ainsi naquirent l'abbaye aux dames et l'abbaye aux hommes. La Normandie est bien sûr à découvrir pour ses paysages et la richesse de son histoire. Une autre Normandie se cache derrière ces aspects. Une région inventive où les hommes savent aller de l'avant. Il ne faut pas hésiter à quitter les itinéraires touristiques pour rencontrer les Normands et découvrir leurs richesses.